Nous sommes réunis autour de cette table car l'association NMO France, qui est membre de l'Alliance Maladies Rares, en partenariat avec l'Institut pour la santé et la recherche médicale, donc l'INSERM, et les chercheurs du CNRL, lance aujourd'hui la première journée nationale de la NMO et qui s'inscrit en fait dans le sillage de la journée internationale des maladies rares qui s'est tenue hier, le 28 février, et aussi dans le contexte d'un mois de mars pendant lequel beaucoup d'actions de sensibilisation aux maladies rares ont lieu. Alors, pour votre gouverne, puisque moi j'en ai fait la recherche, le 1er mars, c'est aussi la journée mondiale du compliment. Alors, sans plus tarder, donc Souad Mazari, qui est patient, qui est fondée en 2019 l'association NMO France, qui est la première et unique association de patients en France et dans le monde francophone, dédiée aux personnes touchées par la neuromyélite optique, anciennement appelée maladie de Vic, et à toutes les maladies du spectre de la NMO ou NMOSD, ainsi qu'aux autres maladies inflammatoires rares du cerveau et de la moelle épinière, comme la maladie du spectre des anticorps anti-MOG, MOGAD, la myélite transverse, l'encéphalomyélite aiguë disséminée et la névrite optique. À ma droite, le professeur Romain Marinier, merci d'être parmi nous. Donc, vous êtes neurologue au CHU de Lyon et également chercheur au Centre de recherche en neurosciences de Lyon, CNRL, et vous êtes responsable coordinateur du MIRSEM, qui est le centre de référence des maladies inflammatoires rares du cerveau et de la moelle. C'est exact, c'est exhaustif. Votre consoeur, docteur Joly Pic, qui est neurologue également au sein du centre Est. Vous êtes Julie, spécialiste des maladies inflammatoires rares du cerveau et de la moelle, en particulier de la neuromyélite optique, et médecin au sein de l'IRSEM. Vous assurez également une consultation de transition entre la pédiatrie et l'âge adulte pour cette maladie. À votre droite, le docteur Claudie Lemercier. Bonsoir. Donc, vous êtes chercheur INSERM avant d'être chargé de mission auprès des associations de malades au sein de la délégation régionale de l'INSERM Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, merci aussi de nous accueillir chez vous. Et cette soirée de lancement vise à donner à la neuromyélite optique toute sa place parmi les maladies rares. Donc, il s'agira d'une part de dresser un état des lieux des maladies rares en France et dans le monde à travers le prisme de l'INSERM qui a été pionnier pour leur mise en lumière avec la création du portail Orphanet en 97, vous nous en parlerez. Nous tâcherons aussi de faire un focus sur la NMO, sa place dans le spectre des maladies rares, et nous parlerons bien sûr des avancées thérapeutiques, des attentes et des promesses, et aussi de la structuration de la recherche autour de la maladie et de sa prise en charge. Et enfin, nous explorerons comment créer des synergies entre les chercheurs, les patients, experts et les médecins au bénéfice de la lutte contre la maladie, en nous appuyant précisément sur le témoignage d'un duo gagnant-gagnant, ici présent, médecin-patient, avec l'exemple de la NMO. Et nous remercions également les laboratoires Roche et Alix pour leur soutien à NMO France, sans lequel il ne serait pas possible de mener autant d'actions. Donc, sans plus tarder, état des lieux des maladies rares en France et dans le monde, à travers le prisme de l'INSERM, donc pas exhaustif, mais c'est une vision, un point de vue. Et donc, je m'adresse à vous, Claudie Lemercier. Donc, depuis 7 ans, vous êtes chargée de mission auprès des associations. Peut-on faire un état des lieux des maladies rares en France et dans le monde? Donc, comme je l'ai dit, l'INSERM a été pionnier dans la mise en lumière des maladies rares, notamment avec la création de ce portail Orphanet. Alors, à quoi sert-il et comment fonctionne-t-il? Alors, tout d'abord, j'aimerais remercier Souad de NMO France qui a souhaité associer l'INSERM au lancement de cette première journée sur la neuromyélite optique, journée nationale. Donc la première, et on lui souhaite longue vie et encore plusieurs journées à venir dans le futur. Donc l'INSERM a toujours été partie prenante dans la recherche sur les maladies rares. Il y a plus de 25 ans, en 1997, a été créé à l'initiative de l'INSERM, Orphanet, le portail des maladies rares. Donc, c'est une base de données qui répertorie les cas et les différentes maladies avec leurs symptômes. Ça permet de recueillir des informations, ce qui permet de les reconnaître d'abord pour faciliter le diagnostic et ensuite de proposer peut-être des solutions thérapeutiques quand elles existent. Cette initiative Orphanet est devenue européenne à partir de l'année 2000, financée par la Commission européenne.
Et peu à peu, Orphanet est devenu un consortium de 40 pays répartis en Europe et à travers le monde. Aujourd'hui, le site est toujours maintenu par une unité de service INSERM. D'autre part, l'INSERM coordonne depuis 2019 un projet européen, le European Joint Project on Rare Diseases, réunissant 35 pays, incluant le Canada, et ce qui représente 130 institutions spécialisées sur les maladies rares dans le monde. Ce projet inclut, outre des institutions, inclut une grosse association de patients, une fédération d'associations de patients européennes, EUROR10, et des patients et des personnes actives dans le domaine des maladies rares. Merci beaucoup. Alors, vous menez de nombreuses actions pour faire connaître les maladies, notamment donc, ces maladies rares. Quels sont aujourd'hui les défis à relever et les enjeux majeurs? Les maladies rares, ça représente… On dit d'abord que c'est une maladie rare quand moins d'une personne sur 2000 dans la population est touchée. Donc, ça fait un petit nombre, parfois pour certaines maladies. Des fois, il n'y a que quelques cas dans le monde pour une même maladie. Il y a un grand nombre de maladies rares, c'est 6000 à 7000 maladies rares. Selon les sources, on ne sait pas exactement le nombre et on en découvre encore régulièrement. En France, quand même, même si les maladies rares sont rares, si on prend l'ensemble des maladies rares, c'est 3 millions de personnes en France touchées par une maladie rare. En Europe, 30 millions de personnes et dans le monde, 300 millions. Donc, c'est quand même un enjeu économique, sociétal et humain qui est évident et considérable. Eh bien, merci beaucoup d'avoir planté le décor. Et maintenant, je m'adresse à Souad. Alors, on a envie de vous poser une question qui paraît tout évidente, mais envie de vous poser, c'est pourquoi une journée nationale de la NMO? Alors, merci aussi juste en préalable de faire un petit résumé. Alors, très synthétique, rapide de votre histoire médicale qui vous a conduit à la création de NMO France. Donc, sans rentrer dans tous les détails où on reviendra par la suite, mais juste les étapes clés pour bien planter le décor et comprendre pourquoi finalement on est là aujourd'hui autour de vous pour lancer cette journée dédiée à la NMO. Bonsoir à tous, merci beaucoup. Merci à vous tous d'être avec nous pour ce premier événement. L'enjeu, c'est ce qui s'est passé hier, le 28 février, pour la Journée internationale des maladies rares. Je remercie l'Alliance Maladies Rares, tous les acteurs de Rare Disease Day. Ça a été vraiment une journée très impactante pour l'ensemble de toutes les maladies rares, de toutes les personnes concernées par les maladies rares, les acteurs autour des maladies rares. Et ça a été vraiment un très grand succès. Il y a eu beaucoup de relais. Ça a été une très belle journée. Et je pense que c'est tout à fait naturel que dans ce cadre-là, on organise une journée nationale. Donc de la NMO, spécifiquement. De la NMO. Je ne savais pas ce que c'était une maladie rare. Et aujourd'hui, quand je vois tous les acteurs concernés, je me sens beaucoup plus rassurée. Et je me dis que les patients peuvent trouver des ressources, que ce soit auprès de l'Alliance Maladies Rares Info Service. Et c'est exactement là où nous, on s'inscrit. Si tout ça est né, c'est ce parcours où j'ai pas eu les ressources nécessaires, où je ne connaissais pas tous ces acteurs. Cette errance diagnostique qui a amené à ne pas connaître ni reconnaître ces symptômes et une éventuelle maladie. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, j'ai souhaité créer cette association pour que les patients puissent, eux, se retrouver, être fédérés autour d'une organisation et qu'ils puissent retrouver toutes les informations nécessaires, que ce soit au travers des scientifiques et de tous les acteurs comme Alliance Maladies Rares Info Service, l'INSERM, la recherche, etc. Et tout ça, c'est important. C'est faire du relais pour les patients. Et en 2019, quand vous avez créé NMO France, c'était justement pour aller vers toute la communauté qui vous suit aujourd'hui et qui réunit patients et médecins pour donner du sens. Oui, quand on vous annonce que vous avez une maladie rare, c'est cette fausse croyance d'être totalement isolé et d'être seul au monde. Et ce qui m'a poussée à créer une communauté de patients, de les rassembler pour justement qu'ils ne soient pas dans cet isolement et face à des questionnements ou des incompréhensions par rapport à leur statut social, leur mal-être, leur maladie. C'était ça qui était important. Et aujourd'hui, il y a une vraie communauté soudée qui grandit chaque jour et c'est des personnes qui sont très actives dans leur santé et qui ont besoin de comprendre et qui ont besoin de connaître et qui ont besoin de s'investir
pour leur propre prise en charge. Ils sont très acteurs. Et ça, c'est très intéressant. Et tout est résumé dans votre slogan, puisque c'est rare, mais ensemble. Rare, on est tout seul, mais du coup, on est ensemble. Professeur Romain Marié, donc, vous êtes neurologue et chercheur au CRNL, docteur juridique, donc également neurologue et spécialiste de la MNOSD à l'hôpital. Donc, vous êtes naturellement présents et engagés tous les deux pour le lancement de cette journée nationale de la NMO. Alors, pourquoi c'est important à vos yeux? Et je crois que la NMO a été intégrée aux recommandations de la Société francophone de la SF7 depuis 2022. Qu'est-ce que cela signifie en termes de reconnaissance? Donc, je m'adresse à tous les deux et faites votre duo comme vous l'entendez. Je vais peut-être commencer pour rappeler effectivement, alors on est obligé de faire un petit rappel pour dire que, comme vous l'avez mentionné en introduction, il y a aussi un lien assez fort entre la ville de Lyon et cette maladie, puisque le premier neurologue à avoir rapporté cette association d'une atteinte sévère du nerf optique et de la moelle épinière comme étant une maladie à part entière et pas une forme particulière d'autres maladies, et Eugène Devic, qui était un neurologue lyonnais, c'est son élève Fernand Got qui a proposé le terme de neuromyélite optique. Donc ça date d'il y a très longtemps, puisque c'est la fin du 19e siècle. Et donc, on a essayé, alors il y a eu quand même une grande parenthèse, pour être honnête, quasiment d'un siècle où cette maladie a été peu prise en charge, peu considérée. Et puis, les choses sont un peu revenues sur le devant de la scène avec l'amélioration des connaissances en médecine, des connaissances médicales, des connaissances d'imagerie. Et à Lyon, on a une expertise en neurosciences, il y a une expertise aussi en base de données, en cohorte, notamment dans le domaine de la sclérose en plaques. Et cette expertise, ce terreau fertile, on va dire, en termes de recherche clinique, de recherche un peu plus fondamentale, a permis de développer des travaux autour de cette maladie. Donc, il y a eu une première étape des années 2000 où on a développé des cohortes, des travaux un peu scientifiques, on va dire, autour de cette maladie. Et puis, il y a une structuration qui s'est mise en place, là, uniquement médicale et scientifique, qui a été permise grâce au soutien institutionnel. En France, on a la chance, comme on en a parlé tout à l'heure, bien sûr, il y a Portail Orphanet et l'INSERM, mais il y a aussi un effort très fort qui est de supporter ce qu'on appelle les centres maladies rares. Donc, c'est un support qui est bien sûr un label, mais aussi un support financier qui permet de recruter du personnel pour développer des actions spécifiques à destination bien sûr des patients. Et ça, nous, on a pu en bénéficier, alors un peu tardivement malheureusement, on a pu bénéficier du 3e plan maladies rares, lancé en 2017, et qui nous a permis de nous structurer autour du MIRSEM et de recruter par exemple le docteur Pic, très actif maintenant dans le domaine de la NMO, de recruter des infirmières, des chargés de recherche pour structurer à la fois les interactions qu'on peut avoir avec les patients, les associations de patients, et puis aussi la recherche clinique, la recherche fondamentale. Là, c'était pour vous rappeler un petit peu pourquoi Lyon est aussi très impliqué dans la prise en charge de la NMO, historiquement avec bien sûr Eugène Devic, et puis aussi de façon plus récente, parce que Lyon est très impliqué dans les neurosciences et dans les maladies aussi inflammatoires du système nerveux. Mais merci pour ces rappels très historiques, parce que c'est vrai que Lyon se revendique capitale de beaucoup de choses, mais capitale des neurosciences. Et c'est vrai qu'il y a une vraie école des neurosciences lyonnaises qui a été initiée par Michel Jouvet. Le neurocampus porte son nom, c'est le neurocampus Michel Jouvet. Et on a toute une filiation, merci, de ces neurosciences nées depuis le professeur Jouvet et qui rayonne dans nombreux domaines des neurosciences. Et là, on est vraiment à la croisée entre la recherche et l'hôpital. Docteur Julie Pic, donc vous avez intégré l'équipe aux côtés de Romain Marié. Quand on a un peu préparé la soirée ce soir, on a dit que toutes les maladies méritent leur place, mais aussi les NMO, parce qu'on a besoin de faire connaître, de communiquer. Pourquoi c'est important à vos yeux? Tout d'abord, merci beaucoup. Je suis très contente d'être là ce soir pour cette première journée de la NMO. Et donc, effectivement, vous me demandiez pourquoi c'est important de faire une journée spécifique et de donner sa place à la NMO. Je pense que c'est important pour plusieurs raisons. Pour une raison commune, c'est de faire connaître la maladie et de faire connaître la maladie aux professionnels de santé, aux neurologues en premier lieu, mais je pense à tous les professionnels de santé. L'a dit rapidement, mais c'est une maladie qui est rare, c'est une maladie qui est de découverte récente, et c'est une maladie qui a été longtemps mal connue, y compris des neurologues, et qui le reste encore un petit peu, même si beaucoup d'efforts sont faits dans ce sens. Donc c'est extrêmement important de communiquer sur cette maladie pour que éviter des histoires d'errance diagnostique et que la maladie puisse être reconnue le plus rapidement possible, parce qu'il faut bien se rendre compte que la plupart des neurologues voient assez peu de patients souffrant de cette maladie au cours d'une carrière. Je pense que c'est aussi important de le faire connaître du grand public
et de l'ensemble de la population, comme Souad l'a dit aussi. Une des choses que nous disent très souvent les patients, c'est ce sentiment de solitude face à une maladie rare. Donc, de faire connaître cette maladie du grand public, de pouvoir permettre à des structures comme des associations de patients, comme des structures aussi académiques de naître pour fédérer les gens, pour permettre aux patients de se rencontrer, c'est extrêmement important. Et puis, je pense que c'est aussi important de mettre en lumière la maladie pour montrer à nos autorités de santé, aux laboratoires pharmaceutiques aussi, l'importance de la maladie. Et on voit que justement sur ces dernières années, ça a porté ses fruits puisque on a ces plans maladies rares, on a des choses qui sont créées pour nous aider à prendre en charge les patients et que la recherche médicale a été très active puisque on en parlera un petit peu plus loin, mais on a 3 traitements avec des autorisations officielles et donc beaucoup de recherches aussi industrielles en termes thérapeutiques sur ces maladies. Et bien, merci encore aujourd'hui. D'autres recherches sur la neuromyélite optique. Alors, sur la MOGAD. C'est notre deuxième partie. C'est notre deuxième partie. Donc, merci à tous les 4 pour cette entrée en matière qui permet de voir que ce lancement de cette journée dédiée à la NMO s'inscrit dans un contexte beaucoup plus large sur les maladies rares. Et donc, je vous propose pour cette deuxième partie, c'est pour ça que je me permettais de vous couper, mesdames, puisque c'est l'objet de notre deuxième partie, puisque nous allons faire un focus sur la NMO, c'est-à-dire un point d'actualité sur les avancées thérapeutiques, les attentes, les promesses, et aussi la structuration autour de la maladie. Alors, les avancées autour de la NMO sont énormes depuis 10 ans, tant en termes de diagnostic que de traitement et d'organisation et de structuration. Docteur Julie Pic, alors on va commencer un petit peu par le début, on va aller vite, on va voir qu'est-ce qui est de nouveau, quelles sont les actualités. Rapidement, comment se réalise le diagnostic de NMO à l'hôpital? Peut-on encore confondre la NMO et la CEP? Parce qu'en fait, il y a des symptômes moins caractéristiques pour la CEP que pour la NMO, donc ça peut être plus risqué d'avoir des confusions concernant la CEP, mais quelles avancées majeures pour le diagnostic? Très bonne question. Il faut, je pense, se rendre compte que on parle ce soir de NMO, mais on parle globalement de maladies inflammatoires rares du système nerveux central, donc du cerveau et de la moelle épinière, et que toutes ces maladies partagent des symptômes qui sont communs, qui sont difficiles à différencier d'un point de vue purement clinique, purement des symptômes, et que petit à petit sont nées tout un tas de choses, et notamment de techniques d'immunologie qui nous ont permis de faire un petit peu de tri dans ces maladies. Je pense que l'historique tel que a commencé à en parler le professeur Marinier est important pour comprendre la façon dont on raisonne et la façon dont on a appris à connaître cette maladie. C'est que il y a quelques siècles de ça, on ne connaissait que la sclérose en plaques et que petit à petit, on a remarqué qu'il y avait des patients dont on pensait qu'ils avaient une sclérose en plaques, mais qui avaient des symptômes qui étaient un petit peu particuliers, qui touchaient par exemple particulièrement le nerf optique, la moelle épinière, qui étaient plus graves. Et petit à petit, on a pu démembrer toutes ces maladies et il reste encore aujourd'hui beaucoup de travail pour démembrer ces maladies, puisque ce qui a permis de faire énormément avancer les choses, comme je l'ai dit, c'est l'immunologie, donc la découverte des anticorps. Donc, dans la NMO, on a mis en évidence un anticorps spécifique qu'on appelle l'anticorps anti-aquaporine 4. Quelques années plus tard, l'anticorps anti-MOG. Et aujourd'hui, il reste encore tout un tas de patients qui ont des maladies inflammatoires, qui ne sont pas des scléroses en plaques, dont on sait aujourd'hui, on est capable de dire qu'il y a des atypies et que ce ne sont pas des scléroses en plaques, pour tout un tas de raisons, mais qui n'ont pas ces anticorps. Donc, ces fameux patients qu'on dit séronégatifs, qui n'ont pas d'anticorps dans le sang, mais qui regroupent probablement un fourre-tout de maladies encore, qui sont différentes les unes des autres. Et donc, il y a encore beaucoup de progrès à faire là-dessus, et la recherche est très active. Et quand on ne sait pas, on dit plutôt sclérose en plaques atypique ou on dit plutôt NMO atypique quand le diagnostic n'est pas encore sûr. J'ai plutôt l'impression d'entendre sclérose en plaques atypique. Alors, c'est pas tellement notre façon de faire. Sclérose en plaques atypique. Suspicion. J'ai déjà entendu les patients dire qu'ils ne savent pas si c'est une NMO ou une sclérose en plaques. Alors, il y a plusieurs situations qui sont différentes, effectivement. Des fois, on a l'impression que la maladie va évoluer vers une sclérose en plaques, mais souvent, c'est quand on se place très tôt, finalement, dans la maladie et qu'on n'a pas encore tous les critères pour parler de sclérose en plaques, mais notre expérience et notre expertise nous fait dire que
probablement la maladie va évoluer dans ce sens-là. Et puis, on a des situations où vraiment on a ce qu'on appelle, nous, des drapeaux rouges, c'est-à-dire des choses vraiment très atypiques pour une sclérose en plaques. Et à ce moment-là, on ne parle pas de sclérose en plaques atypique, on dit que c'est une autre maladie inflammatoire qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à étiqueter. Et je pense que ce qui est très important, c'est de communiquer, en fait, d'expliquer aux patients qu'on a en face de nous nos certitudes, nos incertitudes, ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas, et comment on peut les prendre en charge malgré tout et comment on peut avancer avec aussi finalement le temps qui donne souvent beaucoup de réponses et un suivi qui est indispensable même quand on a du mal à étiqueter les maladies. C'est peut-être aussi ça qui a un petit peu changé au cours des années, c'est que l'importance du suivi et que quand on ne sait pas, il faut continuer à voir les gens. Alors justement, on voit que ce n'est pas toujours évident de mettre une étiquette, de labelliser. Et professeur Marinier, justement, vous êtes à l'origine d'une classification des maladies du spectre de la NMO ou NMO-SD, ainsi qu'aux autres maladies inflammatoires rares du cerveau et de la moelle épinière. Alors, à quoi sert cette classification autant pour le diagnostic que la thérapeutique? Julie vient de le dire, quoi qu'il en soit, les patients, pour qu'on les prenne en charge, est-ce que vraiment c'est fondamental de mettre la bonne étiquette en face? Oui, c'est une vraie question. Parfois, on peut se dire quand on est patient, mais finalement, qu'est-ce que ça change pour moi d'être sclérose en plaques atypique ou NMO atypique? Et on s'est rendu compte, là, c'est plus grâce à des travaux fondamentaux, que ces maladies, même si elles partagent quand même beaucoup de choses sur le plan clinique, sur le plan de l'expression des symptômes, elles sont très différentes sur le plan des mécanismes et potentiellement très différentes sur le plan de l'évolution et donc très différentes sur leur prise en charge. Donc, ce n'est pas uniquement des considérations intellectuelles de se dire dans quel cadre je vais rentrer les patients, quel est le diagnostic. Ça a un impact majeur sur la prise en charge ultérieure. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu un travail qui date d'une vingtaine d'années maintenant avec l'identification au fur et à mesure de ce qu'on appelle de marqueurs qui nous permet de mieux catégoriser ces maladies les unes par rapport aux autres pour apporter ensuite une prise en charge beaucoup plus spécifique chacun des patients. Donc, la première révolution a été l'identification, dont a parlé le Dr Pic, d'un biomarqueur spécifique de la NMO qui n'est malheureusement pas présent chez tous les patients, qui est ce fameux anticorps anti-aquaporine 4, qu'on appelle aussi anti-NMO. Ça a été la première révolution qui a permis d'apporter un premier set de critères diagnostiques qui sont apparus en 2006, qui ont déjà commencé à permettre de distinguer très clairement la sclérose en plaques de la NMO. Et puis, on s'est rendu compte que dans ce groupe de patients NMO, il y avait des présentations qui étaient moins connues, notamment des présentations à type de nausées, de vomissements incoercibles ou des troubles du sommeil qu'on n'avait pas envisagé initialement. Donc, ça, on a finalement commencé à modifier un peu ce spectre qui va au-delà donc, de la NMO. C'est pour ça qu'on parle de NMO Spectrum Disorder, de NMO-SD aujourd'hui. Et puis, on s'est rendu compte aussi que certains patients n'avaient pas l'anticorps et avaient un autre anticorps, donc la MOG. Et là, on a ouvert un nouveau champ qui est la maladie associée aux anticorps anti-MOG. Et là, je profite de cette tribune pour rappeler que c'est deux maladies qui sont très différentes en fait. Et aujourd'hui, nous, en tant que neurologues, on ne parle plus de NMO pour les patients qui ont une maladie avec des anticorps anti-MOG. C'est très important parce que si vous tapez sur Internet NMO, vous allez avoir une vision d'une maladie qui est très différente de celle de la MOGAD. Un des messages à dire ce soir, c'est que cette classification a un impact majeur, comme je vous l'ai dit, sur le plan du diagnostic, mais surtout sur les conséquences thérapeutiques et d'évolution. Et la MOGAD, la maladie associée aux anticorps anti-MOG, va évoluer de façon très différente de la NMO. Il y a une troisième partie que connaît bien Mme Mazari, qui est ce qu'on appelle la NMO séronégative. Double séronégative maintenant avec l'apparition des anticorps anti-MOG, peut-être que ce sera même triple séronégative un jour, qui est finalement un peu encore la zone, je dirais, grise, dans le sens où malheureusement, là il faut être honnête, il y a moins d'avancées sur le plan thérapeutique, moins d'avancées sur le plan de la recherche, parce que, comme l'a souligné le Dr Pic, ça reste probablement une classification qui n'est pas très satisfaisante. On va mélanger des maladies qui probablement à l'avenir seront identifiées comme différentes. Et donc, pour information, vous êtes peut-être déjà au courant, mais la Guthrie-Jackson, qui est donc une association américaine, qui a beaucoup fait aussi faire mieux connaître la NMO et a donné beaucoup d'argent, d'ailleurs pour la recherche autour de la NMO, va proposer la réalisation de nouveaux critères pour essayer de mieux caractériser ces patients, NMO dit double séronégatif, pour permettre des travaux de recherche spécifiques et en espérant aboutir à une meilleure compréhension et une meilleure prise en charge de cette zone encore un peu grise de la NMO qui est la NMO dite double séronégative. Alors, on échange entre nous et ce qui est intéressant, c'est que Dr Pic, vous m'avez dit que j'étais double séronégative, effectivement, mais que je ressemblais beaucoup à une AQP4 par la clinique. Et il y a d'autres patients avec qui on échange et eux me disent moi, je suis très caractéristique de la MOGAD. En étant, ils ne sont pas MOGAD, ils sont séronégatifs. Donc, c'est complexe, hein. C'est comme avec les faux négatifs, les faux positifs, il y a un petit peu… C'est complexe et c'est difficile à… Voilà, autant finalement, la NMO à aquaporine 4, maintenant, on connaît bien, c'est pas une maladie très sympathique, mais
on sait où on va, on a les traitements, autant la Mogad, on commence à bien connaître, autant entre les deux, c'est plus compliqué parce que comme vous l'avez dit, et puis au-delà des patients qui vont ressembler à une NMO aquaporine 4, des patients qui vont ressembler à une NMO, enfin une Mogad, on va avoir des patients qui, comme vous l'avez dit, ont des tableaux un peu sclérose en plaques aussi, donc là ça engendre de la confusion supplémentaire. Il y a beaucoup de choses à faire et vous avez insisté, je crois que c'est très important, cette classification, au-delà du caractère médical et scientifique, il y a un impact majeur derrière, vraiment pour le patient. Là, ce n'est pas juste le plaisir de faire des cases pour ranger les gens aux bons endroits, c'est qu'il y a plein d'incidences derrière. C'est qu'en les rangeant aux bons endroits, il y a des incidences, autant pour le diagnostic que pour la thérapie. En revanche, vous aviez dit tout à l'heure que l'élève d'Eugène Devic, Fernand Got, avait appelé cette maladie la neuromyélite optique. Et finalement, j'ai l'impression que ce terme a été lâché pour maladie de Devic. Et il y a encore beaucoup de patients qui font des confusions. J'ai la maladie de Devic, à anticorps, anti-NMO, et est-ce qu'on pourrait, de façon très simple, rappeler comment les termes ont évolué et peut-être continuent à évoluer. Mais rappeler vraiment… Si on prend l'historique, il y a eu la première proposition neuromyélite optique, qui était une proposition tout à fait clinique. C'était une description d'un cas d'une patiente, malheureusement, qui a évolué de façon très défavorable et qui avait de façon simultanée atteint du nerf optique et de la moelle épinière avec un respect du cerveau. On a parlé de neuromyélite optique parce que c'était une maladie qui touchait préférentiellement, voire exclusivement dans son cas, le nerf optique et la moelle épinière. En 1907, un neurologue étranger a proposé d'associer le terme de maladie de Devic à cette NMO, un peu en hommage à cette première description. Et le problème, c'est que derrière, en fait, ça a resté. Et derrière ce terme de maladie de Devic, on a mis beaucoup de choses qui sont très différentes, notamment des causes, par exemple, infectieuses, des tuberculoses qui pouvaient donner, qui était une maladie endémique au début du XXe siècle, les atteintes du nerf optique et de la moelle épinière, on a appelé ça maladie de Devic. Donc, vous voyez la confusion, alors que ça n'a aucun rapport, bien sûr, avec la NMO décrite initialement par Eugène Devic et Fernand Got. Donc, c'est pour ça que nos collègues américains, parce que déjà c'était un neurologue français, et puis aussi pour clarifier les choses, ont voulu mettre de côté le terme d'Eugène Devic, qui n'est quasiment plus utilisé, à part en France, maladie de Devic, on utilise plus ce terme-là. Et donc, on proposait d'abord neuromyélite optique par la définition, on va dire, clinique. Ensuite, le spectre, donc le SD, parce que finalement, ça va toucher d'autres territoires que le nerf optique et la moelle épinière. C'est le terme un peu utilisé. Le problème, vous l'avez souligné, c'est qu'il y a une confusion aujourd'hui entre le terme de neuromyélite optique et le statut avec des anticorps. Pour la majorité des cliniciens, et je pense des patients aussi, quand on dit neuromyélite optique, on a en tête les anticorps anti-aquaporine 4. On s'associe à ce groupe, mais si on est très honnête, au bout du raisonnement, si on prenait le terme de neuromyélite pour ce qu'il est, des patients qui ont atteint du nerf optique et de la moelle épinière, on pourrait avoir des patients avec une sclérose en plaques, avec une Mogad, avec une neuromyélite double séronégative, avec une neuromyélite anti-aquaporine 4. Donc c'est pour ça qu'il y a une confusion et qu'on va proposer de nouveaux critères pour clarifier un peu cet élément de confusion qui, en fait, je pense qu'il est délétère pour les patients, même pour les cliniciens, parce qu'ils ne savent plus trop sur quel pied danser. Quand on en parle de neuromyélite optique et qui ne sont pas experts dans le domaine, ils voient tout de suite, c'est comme l'aquaporine 4, donc il faut être très agressif sur le plan thérapeutique, alors que ce n'est pas le cas toutes les neuromyélites optiques, notamment quand on parle de Mogad. Donc, il est peut-être, on va revenir un jour au terme de maladie de Devic qui permettra de définir une maladie pas par sa présentation clinique, mais peut-être par ses mécanismes physiopathologiques. En tout cas, ce qu'on se rend compte, c'est que la dénomination n'est pas uniquement médicale, mais presque géopolitique finalement. Oui, c'est clair. On a un petit peu parce que chacun met son drapeau avec son patriotisme. Alors, on a beaucoup parlé de diagnostic. Docteur Julipic, les avancées sont très significatives aussi en termes de traitement. J'ai vu passer sur les réseaux qu'Horizon a annoncé il y a quelques jours les résultats d'analyse d'un essai clinique de phase 3 pour des troubles NMOSD, pas tous les jours, mais on a quand même beaucoup de nouveautés qui défilent. Est-ce qu'on peut faire le point sur les 3 traitements commercialisés à ce jour et les progrès que vous attendez? Tout à fait. Donc, effectivement, la recherche sur la NMO a été extrêmement riche sur les dernières années. C'est une maladie qu'on a commencé à traiter comme toute maladie qu'on découvre avant d'avoir des données scientifiques robustes sous forme d'essais thérapeutiques, puisqu'il faut bien proposer un traitement aux patients avec un essai thérapeutique. Ça prend des années
d'abord à mettre en place, à réaliser, puis à analyser. Donc, petit à petit, la prise en charge de l'ANMO s'est construite comme ça, avec des traitements historiques, puis le rituximab qui a été réfléchi sur des mécanismes, en tenant compte vraiment des mécanismes de la maladie et de la présence de cet auto-anticorps. Il y a eu un premier essai thérapeutique donc avec le rituximab, qui est un essai académique asiatique, qui montrait des bons résultats. Alors, je compte un petit nombre de patients, mais c'était un mérite d'être le premier essai thérapeutique dans l'ANMO. Et puis, donc, petit à petit, les laboratoires pharmaceutiques sont aussi intéressés à cette maladie. Et donc, effectivement, aujourd'hui, on a 3 molécules disponibles avec des indications qui sont un petit peu différentes les unes des autres. Donc, l'éculizumab, le Soliris, le satralizumab, l'Inspring, et l'inebilizumab, l'Uplizna. Donc, les 2 premiers sont commercialisés, utilisables. Le dernier a eu une autorisation qu'on appelle d'accès précoce. Donc, c'est les anciennes autorisations temporaires d'utilisation. Devant le faible champ thérapeutique de la maladie, nos autorités de santé ont permis d'utiliser ce traitement avant qu'il soit complètement commercialisé. Le rituximab, ça reste aujourd'hui donc le premier traitement prescrit. C'est un traitement qui est effectivement un vieux traitement, un vieux médicament, mais du coup qu'on connaît extrêmement bien. On connaît extrêmement bien parce qu'on l'a utilisé dans d'autres maladies aussi. On l'utilise dans la sclérose en plaques, qui sont cousins maintenant de la sclérose en plaques, où il y a beaucoup plus de patients. Donc, on a une expérience de ce traitement qui est très importante et qui nous permet d'avoir une maîtrise du traitement et une connaissance du traitement qui est extrêmement satisfaisante. On sait que c'est un traitement qui est extrêmement efficace. Aujourd'hui, donc, vous avez parlé de l'essai thérapeutique qui était de petite envergure, mais comme le traitement a été beaucoup utilisé dans la LMO, on a quand même des données qui sont solides, même si on n'a pas un gros essai thérapeutique pour dire qu'il est extrêmement efficace. Notre expérience, c'est que les échecs de rituximab sont quand même relativement exceptionnels et que je pense qu'il faut avoir en tête une règle d'or, je pense pour nous, c'est qu'on ne change pas un traitement qui fonctionne et qui est bien toléré. Donc les gens qui sont déjà sous traitement, qui le supportent bien et qui sont stables depuis des années, je pense que c'est une très mauvaise idée d'aller proposer un changement de traitement dans cette situation-là. Voilà, c'était important de le préciser pour les patients qui commencent qui pensent que tout ce qui est nouveau est mieux, alors que parfois, les molécules qu'on connaît bien. Les nouveaux traitements ont le mérite d'être là, de nous proposer des alternatives en termes de mécanismes d'action pour les gens qui ne répondent pas au rituximab, ça existe malgré tout, pour des gens qui vont mal tolérer ce traitement. Donc c'est très riche et on est très content d'avoir des alternatives thérapeutiques. Mais il ne faut pas forcément balayer le rituximab pour autant et surtout être prudent quand on discute de changement de traitement. Et qu'est-ce que c'est de mal tolérer le rituximab, par exemple? Parce que ça, on en parle, les patients en parlent beaucoup. Alors, nous, notre inquiétude de médecin, je pense, principale, mais avec finalement tous les traitements, des plus vieux aux plus récents, de la neuromyélite optique, vont tous impacter le système immunitaire d'une manière ou d'une autre. Notre inquiétude principale, notre point de vigilance principal plutôt, c'est les infections qui peuvent être parfois sévères. Donc c'est vraiment là-dessus qu'on est extrêmement vigilant. Sur la question du rituximab, sur le risque infectieux, il y a un point un petit peu spécifique. Le rituximab, donc c'est un médicament qui va aller cibler les lymphocytes B, qui est une cellule qui produit en partie les anticorps. Et donc chez certains patients, mais pas chez tout le monde, ces anticorps vont avoir tendance à diminuer au cours du temps. Et on sait que cette diminution des anticorps, donc on appelle l'hypogammaglobulinémie, est corrélée à un risque infectieux parfois, quand cette diminution elle est importante. Donc ça, c'est un point de surveillance aussi qui est très importante. Et après, il peut exister d'autres intolérances au traitement qui sont plus rares. Après, c'est toujours une discussion à avoir au cas par cas entre le patient et son neurologue. Docteur Julipic, juste avant de passer la parole au professeur Varinet sur tous les aspects structure, qu'on comprenne bien comment tout ça s'organise, quid des patients séronégatifs qui sont ni MOGA ni NMO? Alors, est-ce qu'ils sont délaissés? Comment on les traite? Je pense qu'on en a déjà pas mal parlé tout à l'heure. Non, alors, on ne les laisse pas. Encore une fois, dans les patients séronégatifs, il y a tout un tas de profils. Il y a des profils très proches des anticorps anti-aquaporine 4 qu'on a tendance à traiter comme tels, du coup, notamment avec le rituximab. Il y a des patients qui ressemblent beaucoup à des MOGAD et qui n'ont effectivement pas d'anticorps, avec la difficulté un peu particulière dans cette maladie, on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais c'est que l'anticorps anti-MOG est plus labile, on va dire, que l'anticorps anti-aquaporine 4. Et chez certaines personnes, il va disparaître à distance de la poussée. D'accord.
réapparaître au cours des poussées. Enfin, voilà, il peut fluctuer, donc ça nous complique un petit peu la vie. Et puis, il y a des patients qui sont dans aucune de ces catégories-là. Donc, non, on a des traitements à proposer, on a des traitements immunosuppresseurs historiques, des choses qui nous aident à proposer tout de même une prise en charge thérapeutique qui doit vraiment être discutée au cas par cas. Pour le coup, c'est compliqué de généraliser. Mais non, ils ne sont pas délaissés. On m'a rapporté, le cas d'une... hier, je discutais avec une, à se reconnaître, je l'embrasse très très fort, qui me disait que son anticorps, elle était double séronégative et il est apparu au bout de 4-5 ans. Anticorps anti-MOG Non, AQP4. Est-ce que c'est lié à la manière dont à la technique, ou est-ce que l'anticorps AQP4 peut apparaître à un moment sensible, sachant que oui, que c'était avant, je ne sais pas, 2020, quelque chose comme ça. Ouais, c'est une question majeure, puisque le diagnostic de ces deux maladies à anticorps, la MOGAD et la NMO aquaporine 4, reposent fortement, pas exclusivement, sur la présence de l'anticorps. Donc, il y a un poids majeur qui est mis sur la technique de détection. Donc, c'est pour ça qu'il y a des centres de référence de diagnostic en France. Il y en a deux. Il y a Lyon, notre équipe, et puis il y a le Kremlin-Bicêtre à Paris du professeur Kumaran Deiva, qui apporte des tests de diagnostic qui ont été validés par des essais scientifiques, des collaborations internationales. Donc, il faudra quand même toujours être vigilant et prudent, que ce soit neurologue ou patient, concernant ce statut sérologique. Et quand, comme le dit le docteur Pic, on a un tableau clinique qui est très évocateur d'une de ces maladies, il faut savoir redoser et éventuellement demander à des centres de référence comme le nôtre ou celui du professeur Deiva de recontrôler. Alors parfois, on a des fluctuations plutôt dans l'autre sens, plutôt des patients qui sont d'abord positifs et qui vont se négativer, ce qui peut poser problème parce que quand on arrive sous traitement, ça peut arriver, notamment sur rituximab. Mais malheureusement, c'est un faux ami, c'est-à-dire que c'est pas parce que l'anticorps disparaît que la maladie disparaît aussi. Ça, faut en être conscient. Ça, il faut, oui, parce que ça, c'est important. Parce que si un patient qui a la neuromyélite optique, qui avait l'anticorps AQP4 et qui dit bon, maintenant, moi, j'ai plus l'anticorps, j'arrête le traitement. Parce que c'était le cas, c'est une très mauvaise idée. C'est souvent le cas pour la MOGAD, et c'est une maladie totalement différente. Tout à fait. Alors, je fais un petit aparté tout de même sur les traitements. On a beaucoup parlé des nouvelles molécules thérapeutiques qui sont toutes uniquement dédiées aux patients ayant une maladie aquaporine 4 positive, malheureusement pas pour les patients dits séronégatifs. Bon, voilà, il faut le savoir. Zut. C'est pas une très bonne nouvelle. Et puis par ailleurs, il y a des essais thérapeutiques qui viennent juste de commencer, spécifiques à la MOGAD. Il y a des patients qui vont être recrutés, vous êtes peut-être mis d'ailleurs à collaboration pour ces essais thérapeutiques qui commencent dans la MOGAD en France. On y viendra d'ailleurs par la suite. Et justement, comme vous aviez la parole, professeur Marinier, gardez-la. On aimerait bien faire un petit point sur les structures en place et en cours de constitution pour comprendre un peu les liens, les articulations. On entend plein d'acronymes. On va commencer par le premier. Alors, qu'est-ce que le MIRSEM? Oui, c'est effectivement. Alors, entre nous, on en a déjà parlé tout à l'heure, mais la structuration autour des maladies rares est importante en France et en Europe d'ailleurs. Donc, en France, il y a un premier niveau de structuration qui sont les centres de référence maladies rares ou CRMR, qui sont financés par ce qu'on appelle les PNMR, les plans nationaux maladies rares. Donc, le dernier en cours est actuellement en termes de finalisation pour qu'on ait le label. On croise les doigts pour que ça marche. Donc, le MIRSEM, c'est le centre de référence des maladies inflammatoires rares du cerveau et de la moelle. Il y a 3 centres MIRSEM en France, des centres qu'on appelle constitutifs, c'est-à-dire que c'est des centres qui ont des moyens financiers au-delà du label. Donc, Lyon, Paris, Salpêtrière et Paris, Kremlin-Bicêtre, pour le côté adulte et enfant. On a demandé la labellisation de ce qu'on appelle des centres de compétences sur tout le territoire français. Les grandes villes comme Marseille, Lille, Toulouse, Strasbourg, Bordeaux seront, on l'espère, aussi labellisées. Eux, ils seront centres de compétences, donc ils auront le label, ils auront l'expertise, mais malheureusement pour eux, ils n'auront pas les financements. Donc, ça permet d'avoir un maillage. Donc, à côté de ça, en France, il y a eu aussi la création d'un réseau qu'on appelle Nomadmus, qui est un réseau plus informel de médecins exceptionnellement intéressés sur cette maladie et qui se réunissent très régulièrement pour des projets de recherche clinique, des projets de structuration sur des conférences de consensus autour de la maladie. Et ces deux niveaux-là ont fusionné entre eux pour produire ce qu'on appelle les PNDS, les protocoles nationaux de diagnostic et de soins, sous l'égide de la Haute Autorité de Santé, de la HAS, qui sont disponibles en ligne pour tout le monde. Il n'y a pas besoin d'avoir un code particulier. Et ces PNDS, sur la NMO qui est sortie en 2021 et sur la MOGAD en 2022, sont très importants pour les patients, pour les cliniciens. Ce que m'a dit Mme Mazzari, qui est une très bonne idée, c'est que n'hésitez pas à imprimer, il y a des fiches résumées sur les maladies et à le donner à votre médecin traitant s'il ne connaît pas. Ça lui permet, lui, d'avoir… Non, mais c'est effectivement une très bonne idée. Ils ne connaissent pas la maladie. Donc, d'avoir un bon résumé fait par des experts autour de la maladie. Les PNDS ont été construits main dans la main, on y reviendra, avec les associations de patients et Mme Mazzari. Donc ça, c'est le niveau, on va dire, français. Alors, il y a aussi un élément que je tenais quand même à souligner, c'est qu'il y a un vrai partage de connaissances, d'expériences
alliance entre le monde de la sclérose en plaques et de la NMO. Globalement, c'est des patients et des malades qui sont très proches et des médecins, pardon. Donc, il y a vraiment un soutien qui a été, parce qu'il y a aussi une structuration beaucoup plus forte et plus ancienne autour de la sclérose en plaques et qui nous a beaucoup aidé aussi à développer des choses autour de la NMO, donc ce qu'on appelle des CRC, les centres de ressources et de compétences sclérose en plaques, qui permettent un maillage aussi en France, des réseaux ville-hôpitaux autour de la sclérose en plaques, dont on fait bénéficier les patients ayant une NMO. Donc, les réseaux sont très aussi orientés sur des protocoles notamment d'éducation thérapeutique. Donc, on a déjà parlé avec Madame Mazzari. En France, on est quand même plutôt, entre guillemets, chanceux sur le maillage. Et puis, il y a un étage supplémentaire qui est l'Europe. L'Europe, comme Alors, on en a parlé tout à l'heure. C'est ce qui vous occupe beaucoup en ce moment. Exactement. Vous répondez à l'appel d'offres spécifique multinational UJPR. Quel en est l'objectif et qu'est-ce qu'il y a dedans finalement? L'Europe a été aussi très impliquée de façon maintenant assez ancienne sur les maladies rares avec des plans de financement particuliers. Et donc, le fameux EJPRD, donc c'est un acronyme pas très heureux. Voilà, exactement, qui s'appelle European Joint for Research for Rare Disorder. L'idée, c'est de créer des consortiums, donc des groupes d'équipes au niveau européen travaillant sur une même thématique. Et donc là, effectivement, il y a 15 jours, on a déposé un dossier pour avoir un financement pour travailler plus spécifiquement sur la MOGAD. On a demandé le soutien qu'on a eu très gentiment de l'association NMO France. L'idée, c'est vraiment de créer l'année. Chaque année, il y a une thématique différente. C'est le projet européen. Cette année, c'était sur cohorte et description d'histoire naturelle. Il est très intéressant, le projet. Et le projet est vraiment vise à créer une vraie synergie. D'ailleurs, la troisième partie qu'on va aborder, entre ce qu'on peut faire au niveau clinique, ce qu'on peut faire avec les associations de patients. Je ne vais pas dévoiler tout le projet, mais un des aspects qu'on veut vraiment mettre en place, c'est ce qu'on appelle, c'est un terme anglais qui n'est pas très heureux, mais qui n'est pas traduit en France, c'est patient reported outcome. Ça veut dire qu'en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que nous, en tant que cliniciens, souvent, on se base sur des critères d'évaluation de la vie des patients ou des réponses au traitement qui sont assez cliniques, on va dire, mais qui sont peut-être assez loin parfois des préoccupations que vous pouvez avoir. Et donc, l'idée, c'est de changer complètement, révolutionner l'approche en disant c'est vous qui allez nous dire quels sont les paramètres à utiliser pour évaluer la réponse au traitement, la qualité de vie, et pas à nous de décider pour vous. Ça, c'est très porteur pour les patients. Complètement. Pour les patients, c'est vraiment la vie. C'est une excellente nouvelle. On voit défiler les acronymes. Est-ce qu'il y a un endroit où on retrouve une liste de tous ces acronymes parce qu'on est perdu finalement sur le PNDS. Voilà. Protocole national de diagnostic et de soins, il y a une liste des acronymes. Dans le PNDS. Alors, nous, il y a aussi sur le site de l'association NMO France, il y a quand même pas mal d'informations. Il y a un site aussi du CHU de Lyon, INRSEM. Donc voilà, c'est des sites francophones qui sont aussi. Au passage, en quoi consiste Brain Team? C'est une structuration de réseaux nationaux. Donc, justement, je checkais, je pointais, j'ai voté et j'ai dit celui-là, je ne l'ai pas entendu. Donc, Brain Team. Très belle vidéo hier qui Brain Team a diffusé tout au long de la journée des capsules vidéo sur toutes les associations qui sont membres de la filière Brain Team. Elles sont très, très intéressantes, très instructives. Et donc, la filière Brain Team. Donc, Brain Team, c'est un anglicisme pour équipe autour du cerveau. En fait, c'est une filière regroupe un certain nombre de centres de référence sur des maladies rares. Donc, Brain Team, c'est les maladies rares du système nerveux, en fait. Et donc, en fait, c'est une étape intermédiaire entre le national et le local pour structurer la prise en charge des maladies rares. Et l'intérêt de Brain Team, c'est de proposer des approches très transversales parce que là, on dit déjà qu'il y a des liens entre sclérose en plaques et NMO, mais il y a aussi des liens entre toutes les maladies neurologiques entre elles, notamment le handicap moteur, le handicap visuel. Donc, il y a des choses à apprendre aussi d'autres maladies et Brain Team sert à ça. Et donc, il propose beaucoup de choses pour les patients. Oui. De l'accompagnement psychologique, etc. C'est pour ça que c'est important d'adhérer aux associations parce qu'on fait des newsletters avec toutes les informations que nous diffuse Brain Team à destination des patients et pour l'amélioration, pour l'accompagnement, que ce soit au niveau juridique, psychologique, en plus de ce que vous proposez au centre de référence. Vous avez des psychologues concernés directement par la maladie, par la prise en charge. Et c'est important de voir ces psychologues sans se dire est-ce qu'elle est spécialisée NMO? Il n'y a pas utilité d'être spécialisé psychologue dans la NMO, on ne s'en trouverait pas déjà. Et pour les pathologies rares, elles ont vraiment une capacité et une connaissance sur cette annonce diagnostique et cette problématique de vivre avec une maladie rare.
Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher des acteurs de l'association. Et du coup, Souad Mazari, justement, l'association NMO France a non seulement pour mission d'informer et d'accompagner les personnes concernées par ces pathologies, mais collabore aussi aux essais. Vous entrez dans des essais, c'est une façon de participer à la recherche. En quoi ça vous permet aussi d'être toujours up-to-date sur la maladie par rapport aux avancées? Alors, l'association a seulement 3 ans et je crois qu'on a passé les 3 premières années à se rassembler et à écouter les patients et à fédérer cette communauté qui était isolée, qui était partout en France. Et grâce à nos partenaires, et grâce à vous, grâce au centre de référence, grâce au MIRSEM, grâce aux spécialistes, on a réussi à faire grandir cette communauté, à la légitimer et à la rendre actrice de sa santé. Et c'est comme ça, ça ne pouvait commencer que de cette manière-là. Je vous donne un exemple d'une personne qui m'a contactée hier et qui me disait elle est déficiente visuelle depuis 2018 et c'est que lorsqu'elle a rencontré l'association NMO France, on lui a expliqué qu'il fallait qu'elle déclare ce handicap. D'accord. Et elle a perdu presque 5 ans de prestations qui pouvaient améliorer sa qualité de vie, surtout quand on a un handicap aussi sévère, la déficience visuelle. Claudie, justement, peut-être que vous avez envie de réagir. Vous êtes en contact avec beaucoup d'associations. Ce que vient de dénoncer ici Souad Mazari doit, j'imagine, se retrouver. Non, je ne dénonce pas. Non, pas le dénoncer, le signaler, je l'ai mal. C'est des histoires de vie. C'est des histoires de vie des patients et je pense qu'elles sont nombreuses. Et je pense que c'est là où c'est important, c'est que nous, on est un petit peu le réceptacle de ces histoires parce que je ne pense pas que les patients viennent nous voir et vous disent oui, j'ai pas fait mon DCPH, des choses quoi. Ou parfois, ils vont vous le demander et ce n'est pas votre rôle non plus. Tout à fait. Les associations de patients, c'est vital, je dirais, pour les malades, parce que les malades ne se retrouvent pas seuls. Ils ont quelqu'un avec qui parler. Les associations, elles donnent aussi de la visibilité à une maladie particulière et encore plus quand c'est une maladie rare dont on ne parle pas forcément beaucoup. Donc, le fait de se rassembler, c'est indispensable, je crois. Aussi, on peut dire que quand on se rassemble, on fait un peu la masse. Donc, on peut éventuellement influencer les décisions publiques, les décisions politiques, pour soutenir peut-être davantage les soins, la recherche aussi, tout à fait, qui est quelque chose qui demande du temps, beaucoup de temps, et qui demande des moyens financiers et humains. Donc, je pense que les associations de patients, elles ont leur rôle à jouer à ce niveau-là pour stimuler aussi la recherche en influant peut-être des décisions politiques. Voilà, nous sommes tout à fait favorables et d'ailleurs à entrer dans la recherche, mais c'est d'abord continuer à faire ce travail pour être prêt au bon moment et pour soutenir de la meilleure des manières les chercheurs. Merci beaucoup. Alors, avant de passer justement à notre troisième partie qui va être dédiée complètement à toutes ces collaborations, tout ce maillage, juste pour terminer avec vous, pour vous enmariner tous ces efforts de structuration, il y a un très beau projet structurant qui est dans les tuyaux, si je peux m'exprimer ainsi, qui est IMARA, l'Institut des maladies rares, qui vise à être un étendard pour ces maladies. Et qui fait partie du schéma directeur immobilier des HCL. Alors, c'est quelque chose qui est en cours. Qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui dans ce point d'actualité sur le futur de cet institut? Une très bonne remarque et je pense que ça permet de rappeler que les Hospices civils de Lyon sont le deuxième CHU de France et sont le deuxième groupe de centres de référence maladies rares et c'est peu connu du tissu local, que ce soit des patients, mais même des industriels. Et donc l'idée, c'est que les Hospices civils de Lyon sont donc, au niveau du groupement hospitalier qui se trouve ici, là, cette partie des Hospices civils de Lyon, en train de réfléchir à quels vont être les projets structurants pour les 10 prochaines années. Et la bonne nouvelle, c'est que les maladies rares sont un des porte-drapeaux structurants du groupement hospitalier Est, avec la création d'un bâtiment dédié aux maladies rares qui sera vraiment réfléchi main dans la main avec les associations de patients. Ce sera des zones d'accueil d'associations de patients, de pères aidants, de transition, qu'on en a parlé avec le docteur Pic, pour tout ce qui est du monde de la pédiatrie vers le monde adulte. Et donc ça, c'est une des priorités. Donc on va rester, nous, très vigilants parce qu'il y a des idées et puis après, il faut qu'elles se mettent en place. On va essayer de l'accompagner. Mais la gouvernance des Hospices civils de Lyon est très favorable à cette initiative d'Institut des maladies rares. Je pense que c'est une bonne nouvelle pour tout le monde.
Eh bien, merci beaucoup. Il me semblait que c'était important de profiter justement de cette tribune aussi pour en parler, pour parler des projets en train de se faire, parce qu'en fait, on les voit arriver sur la place publique, mais il y a des années de préparation derrière. Donc, c'est le jour où on inaugure, où tout le monde en parle, mais par contre, c'est pas tombé du ciel. Donc, je trouvais que c'était important d'en dire quelques mots. Puis, bien sûr, on suivra ça au prochain point NMO France, toute l'avancée de ces projets. Je voulais rectifier une erreur que j'ai dit tout à l'heure, c'est que les neurologues, ce que vous m'expliquiez, sont totalement impliqués dans la constitution du dossier MDPH par rapport Ne le dites pas trop fort. Voilà, j'essaye de ménager. Je me dis, mais si finalement, vous allez avoir encore du Et du travail. coup, comme il manque un peu de travail, justement. Je disais non, Alors- mais docteur Julie Pic me disait oui. Si. Alors, blague à part, il faut qu'on avance parce qu'il y a tellement de choses à dire et nous passons à notre troisième partie. Finalement, comment créer des synergies entre chercheurs, patients experts et médecins au bénéfice de la lutte contre la maladie? Et bien sûr, on va s'appuyer sur un témoignage d'un duo gagnant qui est ici présent, avec un médecin, patient et donc l'exemple de la NMO. Et naturellement, je m'adresse à ce duo, donc à Souad Mazari et au professeur Marinier. Est-ce qu'on peut revenir avec vous sur la naissance de l'association NMO France, qui a donc été à l'initiative de Souad et fortement encouragée par vous, parce que justement, il manquait un interlocuteur. Racontez-nous un petit peu, chacun finalement, cette histoire. Je voulais commencer peut-être. Allez, Souad, on rappelle la Je ne sais rencontre pas du si on peut contexte. dire à l'initiative. C'était à l'annonce du deuxième ou troisième. C'était la troisième fois que vous m'annonciez mon diagnostic. Pas moi, hein. Moi, je ne veux pas annoncer 3 diagnostics différents. Non, non, Il y a eu- Non, c'était pas ça. J'ai eu une première annonce, ce que vous Oui, avez, oui, vous avez raison. pas Vous avez Myrcène, raison. ce projet de faire une double, voire une Ouais, troisième c'est annonce diagnostique. Un temps d'annonce. Un temps d'annonce. Et avec vous, j'ai eu ce temps d'annonce. Troisième temps d'annonce. Troisième temps Bon, d'annonce. c'est plus facile, j'arrive en dernier. C'est Normalement, Voilà. les choses ont déjà été un peu. Voilà, j'avais eu réfléchies. ce pic et il y a eu plusieurs mois, donc 2 ou 3 mois peut-être. C'était au moment où je commençais le rituximab. Exactement. Et c'est là où, encore une fois, c'est très important parce que ça m'a permis de prendre du recul, où je me souviens que j'étais avec, dans votre bureau, vous m'expliquiez la maladie et que j'étais complètement effarée. Et je disais, oh, et je crois que j'entendais rien. J'étais voilà. Et d'avoir cette, encore une fois, d'une autre manière, c'était très rassurant, c'était très important. Et c'est à ce moment-là que j'ai demandé, mais est-ce qu'il existe une association? Et là, vous m'avez dit... Alors, vous m'avez surtout dit, qu'est-ce que je peux faire? Et vous vouliez être acteur, en fait. Vous m'avez dit, je veux faire quelque chose. Et j'ai dit, bah, moi, j'ai une idée. Ça fait 15 ans que je travaille dans ce domaine-là et on manque un interlocuteur officiel représentant les patients. C'est quelque chose qui manque, qui est, comme l'a dit Claudie tout à l'heure, extrêmement structurant, à la fois, bien sûr, pour la communauté de patients, mais aussi pour les interactions avec les tutelles, avec les ministères, même au niveau européen. Alors, je vous ai dit que ça ne va pas être une histoire facile. Bon, Oui. D'ailleurs, une des premières étapes a été de venir ici à l'INSERM. Et je suis tellement contente qu'on parle de ça lors de cette journée nationale de la NMO. C'est au HCL, l'hôpital Pierre-Vertemer, qui vous nous faites l'annonce de ce projet des maladies rares. Eugène Devic, lyonnais, c'est né à Lyon. Et c'est très fort, c'est très très fort. La journée nationale de la NMO est née à Lyon. Et c'est vraiment rendre hommage à tout ça. C'est partir d'Eugène Devic à la recherche, aux scientifiques, aux patients, et faire en sorte que tous ensemble, on œuvre pour les patients. Et soit, je voudrais quand même rapporter que une des premières questions que vous avez posées, c'est est-ce qu'il existe une association à qui je puisse m'adresser? Cette association n'existait pas, vous avez dit, bah, du coup, je vais la faire. Donc, enfin, ça c'est, vous êtes bien retrouvés sur ce que disait le professeur Marier, c'est que j'ai dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Enfin, j'étais tellement sidérée d'avoir eu 4 ans d'errance sur des symptômes qui étaient, selon moi et pour la science, pour les critères diagnostiques très significatifs de la neuromyélite optique, je ne pouvais pas rester sans me bouger, sans faire bouger les lignes. C'était d'une importance majeure et capitale, même si à ce moment-là, j'étais totalement dans le noir et que j'étais complètement ignorante de ce qui m'arrivait parce que d'abord le déni pour survivre, et puis ce besoin
oui, je l'ai fait pour moi. D'abord, c'était de survivre à ce qui venait d'arriver et que je ne souhaitais pas que ça arrive à nouveau. Donc oui, faire quelque chose ensemble. Ouais. Quand on s'est rencontrés, Oui. donc, avec le professeur Marinier aussi, vous vouliez savoir comment on faisait pour créer une association de patients. Donc, on vous a donné quelques indications, quelques pistes à suivre, mais c'est vous qui avez fait le travail finalement. Oui. Et 2 ans après, l'association, elle était créée. Voilà, donc ça a quand même été assez rapide. Assez rapide. Et moi, je me souviens d'avoir rencontré quelqu'un qui était déterminé, qui voulait faire bouger les choses. Oui. Donc, je suis très contente on puisse faire ici cette première journée de l'année. C'est vraiment un hommage. C'est un hommage à le professeur Marinier avait gentiment organisé. Je lui dis, mais c'est quoi une association? Comment Justement, je ne sais pas du tout comment ça marche. Moi, je pensais que les associations, c'était les hôpitaux qui les créaient. Voilà, pour je m'expliquais, non, on ne peut pas faire. Alors, je peux pas faire. Voilà. Justement, Claudie, au sein de la délégation régionale du ministère Auvergne-Rhône-Alpes, vous êtes chargée de mission auprès des associations de malades. Alors, comment vous analysez cette relation qui s'est créée autour de NMO France? Parce que vous avez été, on vient de le rappeler vous-même, très précocement impliquée, puisque vous avez rencontré Swad au tout début de l'aventure, alors qu'elle avait besoin de conseils, d'accompagnement, qu'elle ne savait pas ce que c'était qu'une association. Comment vous analysez ce que c'est par rapport aux autres expériences? Alors, c'est vrai que nous, toute l'année, on organise des rencontres chercheurs, associations de patients pour faire connaître ce qui se fait dans les labos et puis pour informer aussi les patients sur les avancées sur leur maladie. Et on a assez peu finalement d'associations sur les maladies rares. Alors qu'il y a au moins sur la région, dans 10 maladies rares qui sont étudiées dans nos laboratoires. J'ai fait rapidement un calcul. Il y a au moins 10 maladies rares qui sont étudiées en Auvergne-Rhône-Alpes, minimum, dont la neuromyélite optique, bien sûr. Et quand on voit cette évolution de l'association, je pense que c'est essentiellement lié au caractère dynamique de Swad, qui a su s'impliquer, contacter les bonnes personnes, qui s'est investi, qui a voulu faire partager, parce que je pense que c'était son besoin de faire parler de cette maladie qui l'a touchée subitement et qui n'était pas très connue en fait du public. Je pense que la plupart des gens ne savent pas ce que c'est que la neuromyélite optique ou alors une autre maladie rare. Les maladies rares, c'est vraiment quelque chose, c'est pas comme quand on dit cancer par exemple, où là tout le monde sait de quoi on va parler. Les maladies rares, c'est vraiment quelque chose de particulier. C'est presque quasiment réservé au cercle familial, je dirais. Donc, c'est vrai qu'il faut en parler parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas dit, mais 95% des maladies rares sont sans solution thérapeutique. Il n'est pas le cas de la NMO. Oui. Voilà. On a vraiment cette chance d'avoir 3 thérapeutiques. On a le droit de dire, sans rentrer dans les détails du complément, parce que la manière dont les patients vont avoir ces traitements en milieu hospitalier. Comment ils s'administrent? Comment ils s'administrent, oui, alors le premier traitement, l'éculizumab, c'est une administration intraveineuse hospitalière tous les 15 jours. Donc, c'est un traitement qui nécessite pas mal de venues à l'hôpital, mais il y a une molécule cousine pour lesquelles on a des résultats d'essais thérapeutiques qui sont extrêmement satisfaisants, qui est donc le ravulizumab, et qui est un mécanisme d'action très proche qui est en cours pour pouvoir être commercialisé, qui sera lui administré toutes les 8 semaines. Et le dernier, donc l'inébidizumab, c'est un traitement intraveineux aussi, donc par les veines, hospitalier, et qui lui a un rythme d'injection qui est tous les 6 mois, qui nécessite moins de venues. Il y a 2 injections au départ. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Donc, on a vu avec l'exemplarité, je veux dire, finalement, de NMO France, qui est un petit peu un cas d'école sur comment peut naître une association au service de la communauté de malades qui est touchée. Professeur Marinier, plus largement, vous l'avez dit, pourquoi autant ce besoin d'intégrer l'expérience patient dans l'expertise médicale?
Oui, alors, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport au projet européen, c'est-à-dire qu'on a un peu construit les choses sur des données qui sont historiques, qui étaient basées sur les connaissances et les compétences médicales, en oubliant un petit peu d'intégrer la vision du patient, le vécu du patient. Donc là, il y a un besoin indispensable d'intégrer, et je pense que les maladies rares sont un bon outil pour le faire, puisqu'il y a des liens beaucoup plus forts qui peuvent se Donc, vous faire. avez beaucoup plus besoin d'eux. Des deux côtés, je dirais. Et donc, c'est vraiment, si vous voulez, une sorte de laboratoire. Ce que je dis toujours aussi, pourquoi on travaille sur les maladies rares. Moi, je travaille sur la maladie rare, qui est la NMO, et puis sur la sclérose en plaques. Et j'ai beaucoup appris, grâce à la NMO, de la sclérose en plaques. C'est des choses qui communiquent entre elles. Donc, On porte des tâches, exactement, mais les idées, les concepts sont les mêmes. Et c'est peut-être souvent plus facile, à la fois dans les interactions avec les patients, dans les communautés nationales et internationales, de travailler sur les maladies rares, parce qu'on est un plus petit nombre, mais on se connaît tous et ça circule plus vite l'information, que parfois c'est des grosses structures, les cancers, les choses comme ça, où il y a moins d'interactions possibles. Donc ça, c'est aussi une des richesses, entre guillemets, de travailler sur ces maladies rares. Et on n'oublie personne, toutes les recherches ou tout ce qui sert, pour la neuromyélite optique, la MOGAD, sert aussi pour la myélite transverse, l'encéphalomyélite aiguë disséminée. On n'a pas eu le temps de tout aborder aujourd'hui, vous avez raison. Mais c'est vrai que de ne jamais oublier ces patients, si on nous dit oui, mais il y a une journée nationale pour la NMO, tout ce qui est fait dans ces maladies-là, c'est ensemble. C'est ensemble. Je pense que c'est je sais pas, on ne peut pas les dissocier. Et justement, Souad Mazari, alors, on l'a évoqué en tout début de la rencontre, au-delà de la communication avec les neurologues, ce dont on vient de beaucoup parler, l'objectif, c'est aussi de sensibiliser d'autres professions que je qualifierais de périphériques, c'est-à-dire les généralistes, les ophtalmos, d'autres. En quoi cette reconnaissance, finalement, par les neurologues vous légitime face à toutes ces autres professions? Sinon, vous êtes un petit peu la parole des neurologues auprès de ces autres professions. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites dans la santé, que ce soit les ophtalmologues, ils ont des rassemblements. La filière Brain Team, c'est plutôt la filière Brain Team qui va aller sensibiliser les médecins généralistes lors de congrès spéciaux des généralistes. Je ne pense pas que l'association, nous, on irait… vraiment, c'est sensibiliser le patient. Nous, on a des éclaireurs. Nos éclaireurs, ce sont les patients qui souhaitent rejoindre l'association et à qui on fournit des flyers, des affiches et cette première page du protocole national de diagnostic et de soins qui explique la maladie, de la donner à son généraliste, parce que c'est vrai que si je vais voir un généraliste, je ne sais pas… il n'y aura pas de patient. Et nous, entre nous, on est à peu près 430 et on a l'impression qu'on parle beaucoup de la NMO, etc. Mais ce que je rappelle aux patients, c'est que quand on sort de notre communauté, quand vous allez dans un hôpital lambda, le neurologue va vous dire moi, j'ai eu un patient dans ma vie. Ça reste une maladie rare. Ça reste une maladie rare. Donc, il ne faut pas se tromper, il faut aller au bon endroit, il ne faut pas s'épuiser. Et il faut avoir le soutien du centre de référence de la filière Brain Team, d'Alliance Maladies Rares, pour capitaliser et pas inonder, être précis et fléché pour les patients. Merci beaucoup. Alors, avant de passer aux questions de nos auditeurs, une petite dernière pour savoir un peu quelles sont vos attentes par rapport au PNMR4, alors qu'il doit sortir début mars, donc on ne va pas déflorer, on ne sait encore pas ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce que vous en attendez? Et on sait aussi que pour la labellisation par le plan national maladies rares, il faut intégrer une association. Donc, finalement, vous avez besoin les uns des autres. Petit tour de table de vos attentes de ce PNMR4. Je peux commencer. Alors, bien sûr, la première attente, c'est que le MIRSEM soit relabellisé. Notre volonté, c'était de labelliser les centres qui aujourd'hui sont très actifs dans le monde de la NMO, mais n'étaient pas labellisés. Donc, c'est comme le centre de compétences. Donc, ça, c'est vraiment, on espère que ce soit le cas. Et puis, c'est un peu pareil, le nerf de la guerre, c'est les financements. On espère que l'enveloppe soit suffisante pour pouvoir poursuivre ce qui a été débuté. Quelques inquiétudes malgré tout autour de ça. Donc, on compte aussi sur vous, les associations de patients, pour faire pression. Donc, il y a une dynamique qui a été engagée et qu'il faut la poursuivre. C'est exactement ça. Ce que je souhaite, moi, pour le PNMR4, c'est que tout ce qui a été fait moi, je les ai tous lus, le 1, le 2, le 3, et de ne pas relâcher et le PNMR3 a permis cette réduction de diagnostic. Aujourd'hui, dans la neuromyélite optique et la MOGAD, on a des diagnostics
très, très, très rapide. Et en France, grâce à ce plan national et grâce au centre expert, grâce à ces labellisations, il ne faut pas qu'on redescende en dessous parce qu'on va perdre en qualité. Donc vraiment, il faut qu'on se mobilise au niveau du plaidoyer. J'appelle vraiment que ce PNMR4 n'oublie pas de continuer à faire progresser et à soutenir financièrement tous les projets, toutes les filières, tous les centres, parce qu'on y gagne. Le patient y gagne. La France y gagne et on fera des économies. Si les gens qui ont la neuromyélite optique sont diagnostiqués, il y a moins d'impact, il n'y a pas de handicap et c'est quelqu'un qui garde sa place dans la société. On est sur un sujet d'économie de la santé. Ça sera peut-être le sujet d'une prochaine rencontre d'Enemo France parce que c'est un sujet à part entière, hein, l'économie de la santé. Oui. Qu'est-ce qu'on économise en diagnostiquant tôt par rapport aux traitements qui suivent et à la prise en charge du handicap. Et là, du coup, on sort encore de notre sujet, mais ça en fait d'autres. Pour compléter, éventuellement, Claudie, Julie, vous avez quelque chose à ajouter par rapport à vos attentes sur le PNMR4? Non, rien de très particulier par rapport à ce qui a été dit. Moi, je vais revenir sur les 95% de maladies rares qui n'ont pas de traitement. Donc, on va dire que les financements sont les bienvenus pour stimuler la recherche diagnostic et le nerf de la guerre. Apporter des solutions thérapeutiques sur le long terme aux patients. Merci beaucoup. Alors, je crois qu'il faut qu'on garde un temps pour les questions. Et nous avons avec nous en backstage Aurélie et Natacha qui donc ont reçu les questions. Nous les ont sélectionnées, triées. Peut-on prendre la première question? Alors, tout à fait. Il y a des questions. Il y a beaucoup de questions en fait qui étaient sur la seconde partie. Sur les traitements, les symptômes et comment différencier les maladies entre elles. Alors, nous avons une question sur la différence de maladies entre NMO et anticorps MOG et NMO en double séronégativité, qu'il s'agit d'une maladie similaire sur les symptômes et qui divergent ensuite sur le plan des traitements et des évolutions connues de la maladie. Ou y a-t-il d'autres enjeux et différences à connaître? Déjà, il y a une première partie de réponse qui est tout à fait vraie. C'est des maladies qui vont se ressembler sur le plan des symptômes, mais qui vont effectivement différer sur le plan de l'évolution et des traitements parce que les mécanismes sont différents en fait. Globalement, si on résume les choses, la NMO aquaporine 4 est une maladie d'une cellule qu'on appelle l'astrocyte, qui est une cellule importante du fonctionnement du système nerveux. Dans la MOGAD, c'est une autre type de cellule qu'on appelle l'oligodendrocyte qui produit la myéline. Et malheureusement, dans la double séronégative, on ne sait pas quelle est la cause de la maladie. Ce qui est sûr, c'est que comme ces mécanismes sont différents, l'évolution va être différente et la réponse au traitement va être différente. Globalement, la NMO aquaporine 4 est une maladie qui va évoluer vers des poussées qui sont obligatoires sans traitement et qui vont être souvent dévastatrices. Donc, nécessite absolument un traitement, comme l'a souligné Mme Mazzari, à vie. Aujourd'hui, on n'a pas de moyen d'arrêter un traitement dans la NMO aquaporine 4. Dans la MOGAD, c'est très différent. Un certain nombre de patients, jusqu'à la moitié des patients, n'auront pas de deuxième épisode. Certains patients vont avoir un deuxième épisode qui va être très tardif, qui va être parfois beaucoup moins sévère. Il n'est pas rare de ne pas proposer de traitement aux patients ayant une MOGAD. Pour la double séronégative, comme on ne connaît pas très bien les choses, on est plutôt proactif en proposant un traitement en se disant, compte tenu du risque potentiel de handicap, on va ouvrir entre guillemets le parapluie et traiter les patients, même si ce n'est pas super confortable, parce qu'il y a probablement des patients qui ne nécessiteraient pas de traitement et qui sont peut-être surtraités dans la NMO double séronégative. D'accord, c'est possible aussi dans la double séronégative de ne pas avoir de traitement. Ce serait possible parce qu'il y a probablement des patients double séronégatifs qui ne vont pas faire de nouvelles poussées. Mais aujourd'hui, on manque d'éléments qui nous permettent de le prédire, donc on est plutôt, si vous voulez, conservateur, entre guillemets, en disant on va traiter les patients dans le doute. Merci beaucoup pour cette réponse. Donc, nous pouvons prendre une question suivante. Alors, nous avons deux questions en lien avec le rituximab. Donc, on a entendu Souad qui disait qu'il ne faut pas arrêter le rituximab comme ça, juste sous prétexte qu'il y a des nouveaux traitements. Et donc, il y a une question assez pertinente, c'est alors si pas de changement de traitement, quels sont les nouveaux dosages pour les personnes qui reçoivent le rituximab depuis plusieurs années? Alors, c'est une question qui est très intéressante et qui nous préoccupe beaucoup, donc qui est tout à fait d'actualité. C'est une question qui est compliquée parce que, comme je l'ai dit, le rituximab a été utilisé de manière plutôt empirique au début, de par son mécanisme, et que finalement, un seul essai thérapeutique a eu lieu et de faible effectif, donc peu de patients concernés. L'habitude, par analogie avec d'autres maladies, a été au départ d'utiliser du rituximab
à 2 grammes tous les 6 mois, donc 1 gramme suivi d'un autre gramme 15 jours plus tard, et ça tous les 6 mois. On s'est rendu compte petit à petit que probablement cette dose était trop importante, ou en tout cas une dose inférieure permettait d'obtenir le même contrôle de la maladie. Donc, petit à petit, de manière assez naturelle, finalement, tous les centres ont réduit la dose et sont passés à plus qu'1 seul gramme tous les 6 mois. Et actuellement, justement, on se pose beaucoup de questions sur est-il possible de réduire encore cette dose de rituximab, de passer par exemple à 500 mg, tout en obtenant le même effet. Avec le rituximab, on a la chance d'avoir un marqueur biologique d'efficacité dont on se sert beaucoup dans la neuromyélite optique. Donc, c'est, comme on l'a un petit peu dit tout à l'heure, c'est un traitement qui va cibler certaines cellules qu'on appelle les lymphocytes B. Et on sait que l'efficacité du traitement est en grande partie corrélée, son efficacité clinique, donc sur le fait d'empêcher des nouvelles poussées, est fortement corrélée à son efficacité biologique, donc le fait de garder ces fameux lymphocytes B bas, à 0 globalement, dans le sang. Donc, on a cet élément qui nous aide à surveiller l'efficacité de notre traitement. Et donc aujourd'hui, on a de plus en plus tendance à proposer une réduction de dose chez les patients qui sont stables depuis au moins 2 ans, pour essayer de passer à 500 mg, pour justement essayer de limiter la dose cumulée au cours du temps, limiter les effets indésirables potentiels, notamment sur le plan infectieux, limiter le risque d'hypogammaglobulinémie dont on parlait tout à l'heure. Donc, c'est des réflexions qui sont en cours. On essaye d'être prudent, hein, donc ça se fait doucement, mais c'est vraiment des réflexions qui sont d'actualité et qui sont extrêmement importantes, puisque le but, c'est d'essayer toujours de maintenir l'efficacité du traitement tout en donnant le moins de doses possible au cours d'une vie pour un patient donné. Donc, c'est une question qui est extrêmement importante. Merci beaucoup, Dr. Pic, pour cette réponse à une question très complexe et qui demande plein de nuances. Est-ce que l'on a d'autres questions? Alors, sur des liens entre maladies et entre plusieurs maladies éventuellement. Donc, on a une question sur une personne qui est atteinte d'une MOGAD, qui a fait une inflammation du nerf optique et qui demande s'il y a des atteintes sur la moelle épinière. La MOGAD, comme la NMO d'ailleurs, peut toucher plusieurs territoires, soit de façon simultanée, soit de façon tirée dans le temps. Les territoires les plus touchés dans la MOGAD sont très, très, très fortement le nerf optique. La MOGAD, notamment chez l'adulte, va toucher dans 80, 70%, 80% des cas le nerf optique, et plus rarement la moelle épinière et encore plus rarement le cerveau. C'est vrai surtout chez l'adulte, chez l'enfant, c'est un petit peu différent. Dans la NMO, comme son nom l'indique, c'est quasiment de façon équitable le nerf optique et la moelle épinière. Donc ça, c'est la même maladie qui va s'exprimer cliniquement un peu différemment. Mais l'autre question qui était sous-jacente, c'est est-ce qu'on peut avoir plusieurs maladies en même temps? Et la réponse est malheureusement oui. Notamment dans la NMO aquaporine 4, on sait qu'on a un sur-risque de faire d'autres maladies auto-immunes, parfois d'autres maladies rares d'ailleurs auto-immunes, parce que probablement ce qui se passe, même si ces maladies, on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais vous le savez très bien, ne sont pas considérées comme génétiques au sens où on ne transmet pas un gène de la NMO ou un gène de la MOGAD, on a malgré tout un sur-risque de faire des maladies auto-immunes. On a une NMO notamment. Et donc, ça pose aussi des questions sur la prise en charge thérapeutique. On a des patients qui vont avoir des maladies inflammatoires du tube digestif associées à la NMO, des maladies inflammatoires rhumatismales associées à la NMO. Et donc, ça implique des challenges sur la prise en charge thérapeutique. On a la chance, heureusement, d'avoir des molécules, notamment le rituximab, qui sont efficaces sur plusieurs de ces maladies auto-immunes, qui vont pouvoir régler les problèmes les uns avec les autres. Mais c'est une vraie question, c'est-à-dire qu'on peut avoir plusieurs maladies associées. J'ai vu dans le chat aussi une question par rapport au cancer et ces maladies. La réponse est plutôt très rassurante. Aujourd'hui, on n'a aucun argument pour penser que ces maladies soient associées à des cancers. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison de chercher un cancer quand on fait le diagnostic de NMO. C'est deux maladies totalement différentes. On a malheureusement, comme la population générale, comme vous le savez, il y a de plus en plus de cancers en population générale et ça ne protège pas du cancer d'avoir la NMO. Mais par contre, ça n'augmente pas le risque de cancer d'avoir la NMO. Il n'y a pas de corrélation. Et donc, si on vous résume, être atteint d'une maladie rare ne protège pas contre une autre maladie rare, voire peut créer des de sensibilité. Il n'y a pas forcément de corrélation directe, mais on peut avoir un contexte de fragilité. Exactement. On nous parle souvent de sarcoïdose. Je vous rapporte comme ça, de sarcoïdose. C'est un diagnostic différentiel ou c'est une maladie qui peut être associée à la neuromyélite optique? Moi, c'est une très bonne question. C'est d'ailleurs une des pathologies qu'on essaye de prendre en charge dans le cadre du centre de référence maladies rares. La sarcoïdose est une maladie qu'on appelle systémique, qui va toucher plusieurs organes, dont parfois
le système nerveux, donc on appelle une neurosarcoïdose, elle peut mimer la NMO, mais ce n'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire qu'on n'a pas une NMO-sarcoïdose. C'est deux maladies totalement différentes, mais comme vous l'avez dit, c'est un diagnostic différentiel qu'il faut connaître, parce que pour le coup, la sarcoïdose a aussi des traitements très spécifiques. Alors, si c'est des traitements qui ne s'opposent pas, c'est aussi, est-ce qu'on peut avoir des cas de figure où justement on peut avoir des traitements antinomiques et où d'un là, ça complexifie encore plus la prise en charge ou plouf, quelle maladie je traite? La plus grave. Oui, c'est un peu ça. Alors, c'est des situations, heureusement, qui sont plutôt exceptionnelles, parce que les traitements à notre disposition dans une maladie sont souvent efficaces dans l'autre maladie, puisque les mécanismes sont souvent assez proches. Mais il arrive effectivement d'avoir des fois deux maladies dont les traitements ne sont pas forcément antinomiques, mais pas synergiques au moins. Donc là, c'est l'intérêt d'avoir des centres de référence. Alors, ce que je n'ai pas dit aussi, j'en profite, c'est pour information aussi, c'est que dans le cadre du MIRSEM, on propose à tous les neurologues de France, et même les non-neurologues d'autres spécialités, des réunions via des systèmes comme ça de visio, mensuels pour discuter des dossiers cliniques, diagnostiques et thérapeutiques. Ça permet de partager chacun nos expériences sur des maladies rares et puis aussi d'aboutir à des consensus. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, quand on va arriver à un diagnostic, ce n'est pas tout seul le neurologue dans son coin qui va le faire, c'est en discutant avec d'autres experts sur le plan national. Ça, je pense que c'est vraiment aussi quelque chose de Et c'est vrai que ces réunions de concertation, elles sont vraiment nées, si je parle sous votre contrôle, dans le domaine de la cancérologie. Exactement. Mais elles commencent à s'étendre vers une concertation pluridisciplinaire qui finalement implique les collègues de différentes spécialités. Tout à fait. Alors, a-t-on le temps de prendre encore quelques questions? Je parle sous le contrôle de Claudie Lemercier, puisque nous sommes dans la maison de l'INSERM qui nous accueille et nous sommes contraints par des horaires. Donc, on est dans les temps, on peut encore accueillir des questions. C'est parfait. Donc, Aurélie, a-t-on d'autres questions auxquelles nous pouvons répondre? Sur est-ce que l'immunosuppression induite par le traitement cause une fatigue au long cours? Eh oui, forcément. Non, je peux répondre, mais je peux alterner avec le docteur Pic. C'est une question importante pour les patients. C'est une question importante. Du point de vue C'est patient, vrai qu'on c'est a hyper plus de important. questions sur les traitements que sur la structuration. Oui, mais c'est voilà, normal. donc on est là pour répondre à vos questions. Donc, alors, si je peux répondre, pendant mon errance diagnostique, je ne savais pas que j'avais la neuromyélite optique. J'avais des grands moments de fatigue avant mon traitement. Oui, c'est une très bonne remarque, c'est-à-dire qu'il est très difficile, la fatigue étant alors c'est un symptôme extrêmement fréquent, sinon obligatoire de toutes ces maladies dont la NMO et la MOGAD font partie, mais la cause de cette fatigue est très variable et très variée. La maladie peut provoquer la fatigue en elle-même, bien sûr. Le vécu émotionnel de la maladie, quand on a une maladie chronique, une maladie pour laquelle le diagnostic est compliqué, une maladie pour laquelle on se sent isolé, la charge mentale est très intense et ça fatigue. Mais moi, je ne savais pas que j'avais de maladie. Je n'avais pas de maladie. Quand on est dans l'errance, non, mais dans l'errance diagnostique, c'est compliqué aussi. Oui, mais quand on me dit vous allez bien, moi j'ai continué à vivre. Mais donc, quand on fait un diagnostic de maladie rare, souvent il y a cette espèce de chape qui se tombe sur les épaules. On ne peut pas le savoir, on va mieux tant qu'on ne le sait pas en fait. Bon, voilà. Et puis après, pour répondre à la question elle-même, qui est celle du traitement, oui, certains traitements peuvent en soi provoquer de la fatigue. Alors, pas trop les immunosuppresseurs classiques par voie orale, comme l'azathioprine ou le mycophénolate, ce pas des médicaments qui fatiguent en eux-mêmes. Par contre, certains traitements en perfusion, notamment le rituximab, au moment de la perfusion, les jours qui suivent, il est quand même assez fréquent d'être fatigué parce que c'est un produit extrêmement puissant qui fatigue, mais cette fatigue est plutôt transitoire. La fatigue peut aussi être liée, dernier point, à des troubles du sommeil, comme je l'ai dit, sont pas rares dans ces maladies, peut être aussi de causes multiples, liées à la maladie, liées au vécu émotionnel de la maladie, liées au traitement qu'on peut prendre aussi, qui peut avoir un impact sur le sommeil. Donc, vous voyez, la fatigue, c'est presque en soi un monde et nécessiterait presque une réunion spécifique autour de la fatigue. Donc, pour répondre, avant de dire que c'est forcément le traitement qui fatigue, il faut peut-être essayer d'identifier qu'est-ce qui me fatigue, dans quelle situation je suis fatigué et quelles options je pourrais aussi développer pour lutter contre cette fatigue. C'est aussi les maladies du cerveau. Exactement. Donc, sommeil, cerveau, c'est intimement lié. Pour rebondir du coup sur ce que disait Romain, dans la sclérose en plaques de manière ancienne et dans la NMO de manière plus récente, on essaye justement de proposer aussi des prises en charge un petit peu globales de cette fatigue, notamment dans des ateliers qu'on appelle d'éducation thérapeutique. Alors, c'est un terme qui a été choisi par nos instances de santé, mais qui est un terme toujours très heureux parce que ça ne concerne pas que la thérapeutique, ça ne concerne pas que les traitements. Ça se concerne le vivre avec et le voilà, la prise en charge très globale de la maladie. Et donc, on propose à Lyon, dans plein de villes, dans certains centres de rééducation, justement des ateliers centrés autour de la fatigue où justement
interviennent plusieurs types de professionnels de santé pour essayer de décortiquer justement cette fatigue et à quoi elle est due, dans quelles circonstances elle apparaît et quelles solutions on peut essayer d'apporter, quelle aide on peut essayer d'apporter aux patients. Donc ça, c'est un aspect qui nous préoccupe beaucoup, qui est complexe, mais qui est extrêmement important à prendre en charge. Merci beaucoup. Encore une ou deux questions, si on en a le temps. Il y avait une question sur est-ce que quand on est en France, on peut participer à des essais thérapeutiques sur la MOGAD. Alors, les essais thérapeutiques sur ces maladies rares, l'information est importante, hein, ils sont tous mondiaux. Ces maladies étant tellement rares qu'on ne peut pas se limiter à des essais thérapeutiques nationaux, américains ou japonais. Donc, ce qui a été le cas pour les 3 essais thérapeutiques dans la NMO est le cas pour les essais thérapeutiques dans la MOGAD. Et oui, en France, il y a aujourd'hui 3 centres pour ces 2 essais et j'ai été en contact avec les laboratoires pharmaceutiques qui développent les produits dans la MOGAD. Ils veulent ouvrir à d'autres centres. Donc oui, si vous êtes français et souffrez de MOGAD, vous pouvez avoir accès à ces essais thérapeutiques. On s'adresse à qui? Vous vous adressez à ce dont on a parlé toute la journée, toute la soirée, les centres de référence maladies rares, les CRCCF sont tout à fait au courant. L'association. Voilà, j'allais dire, peut-être l'association qui va vous relayer aussi. Exactement. C'est pas l'association qui va vous inscrire dans les essais, mais par contre, qui saura vers qui vous envoyer pour être intégré. Parce que voilà, il y a vraiment un partenariat, c'est vraiment important de le souligner, quoi, ce partenariat de rapprochement finalement des patients et des centres. Alors moi, j'aimerais bien qu'on fasse un petit tour de table très rapide d'un mot de conclusion, votre take-home message à chacun de ce qu'on doit retenir du lancement de cette journée, ce que ça ouvre dans le... Déjà, bravo pour cette journée. Vous êtes très actifs sur les réseaux sociaux, je veux dire. Moi, j'ai découvert ce monde assez récemment, mais je pense que... Oui, mais c'est bien. Bah oui, je retweet. Je ne fais pas Facebook. Non, il y a beaucoup de choses. On est hyper actifs. Non, ça c'est très bien, c'est important. Donc on espère, on est sûr, premier de nombreux futures actions. Et puis, comme on l'a dit, cette structuration qui a débuté pas si longtemps que ça, hein, à 5-6 ans, et a déjà montré 16-17, a déjà montré, porter ses fruits. Et on espère que ça continue. Eh bien, merci en tout cas beaucoup à vous pour votre présence ici qui nous est si précieuse parce que ça aurait été compliqué d'imaginer quelque chose comme ça sans les principaux acteurs. Donc, merci d'être autant partie prenante, de soutenir autant. C'est une première édition, mais j'ai envie de dire que l'édition d'aujourd'hui, c'est vraiment ce lancement pour qu'on prenne l'habitude et je pense qu'aujourd'hui, cette journée nationale, c'est une ode aux patients, mais réellement, c'est l'ode aux patients, à leurs maladies, à leurs difficultés, à leur prise en charge et vraiment leur dire vous n'êtes pas seul. Ça a permis de parler de cette actualité des nouvelles thérapeutiques et on voudrait que les années à venir, ce soit vraiment une année de rencontres, de célébrations, d'ateliers et de prise de parole de tous les acteurs et on espère vraiment pouvoir se rassembler dans les années à venir. En tout cas, le rendez-vous est pris tous les 1er mars pour faire point d'actualité parce qu'on voit qu'on est quand même... Tous les 1er mars. J'ai dit quoi? Tous les 1er mars. Tous les 1er mars. C'est là pour les prochaines 5 années à venir. Voilà. Tous les 1er mars. Docteur Julie Pic, votre petit mot de la fin. Moi, je voulais tous vous remercier. Encore une fois, dire que je suis extrêmement contente d'être là aujourd'hui, qu'on voit bien le bénéfice de la synergie entre les patients, le monde médical, le monde de la recherche, et que c'est extrêmement satisfaisant. C'est très agréable d'être neurologue dans le monde de la NMO aujourd'hui parce qu'on voit que c'est vraiment dynamique et que il y a plein de choses qui se font, il y a plein de choses à faire et c'est vraiment très intéressant. Merci. Et donc, la boucle est bouclée. Claudie Lemercier, finalement, on revient là dans le berceau de la fondation de l'association NMO. Donc, on est ravis d'être dans vos murs. Je suis très contente parce que moi, j'ai 2 versants, le volet recherche et le volet association de patients. Et aujourd'hui, c'est la réunion, on va dire, des 2 mondes. Et on voit que ces deux mondes, justement, bénéficient l'un de l'autre. Les échanges qui ont eu lieu ce soir montrent bien que les chercheurs et les soignants bénéficient aussi du retour des patients et des associations de patients et inversement, les associations de patients ont besoin des chercheurs, des médecins pour avancer. Exactement. Merci beaucoup. Et bien, merci à vous. Merci à tous, merci à vous tous qui nous avez suivis. Alors aujourd'hui, c'est le lancement de la journée nationale de la NMO.
Donc, bonne fête Comme je l'ai dit, nationale de l'aéro. c'est également la journée mondiale du compliment. Donc, j'en profite pour vous féliciter, vous remercier, vous complimenter pour votre participation active. Et nous vous donnons rendez-vous bien avant un an, bien sûr, puisque nous marquerons le premier anniversaire dans un an. Mais vous aurez plein de rendez-vous qui vont ponctuer l'année, puisque NMO France est très active et vous propose beaucoup de rencontres, de webinaires avec des spécialistes, de sujets à traiter. Et rien qu'au cours de cette soirée, nous avons identifié un certain nombre de sujets sur lesquels nous reviendrons. Donc, bonne soirée à tous. Merci d'avoir été présents et au plaisir de vous retrouver bientôt.